Quelle belle histoire racontée à l'instant par ce documentaire Nour, littéralement lumière en arabe, réalisé entre 2018 et 2022 par Stéphanie Lebrun et Shazam Haddad de cette chorale lyrique dont les tours de chant nous ont aussi donné à voir l'état dramatique dans lequel se trouve la Syrie. C'était avant le 8 décembre dernier et l'effondrement du régime de Bachar el-Assad, avec très vite cette question de quoi va maintenant être fait l'avenir du pays. Nous allons en débattre maintenant avec nos trois invités présents aujourd'hui sur ce plateau de Débat Doc. Firas Kontar est tout d'abord avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes essayiste franco-syrien, figure influente de l'opposition démocratique syrienne. Vous vivez en France où vous avez notamment beaucoup œuvré pour sensibiliser sur la situation des réfugiés syriens. Votre dernier livre s'intitule « Syrie, la révolution impossible », publié aux éditions Aldeia. C'est un livre qui date de 2023. Ariane Bonzon est également avec nous. Bienvenue à vous, Ariane Bonzon. Vous êtes journaliste indépendante et essayiste, spécialiste de la Turquie, où vous avez été correspondante, après avoir été en poste en Israël et dans les territoires palestiniens, ainsi qu'en Afrique du Sud. Vous collaborez notamment pour Slate.fr, Le Monde diplomatique. Votre dernier livre s'intitule « Lui, Turquie, l'heure de vérité » et il est publié chez Empreinte. Et puis enfin avec nous, Georges Malbruno, bienvenue à vous. Vous êtes grand reporter pour le quotidien Le Figaro, spécialiste du Moyen-Orient, chroniqueur aussi chez Le Confrère de RTL, c'est une fois par semaine. Et votre dernier livre s'intitule MBS Confidentiel, enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient. C'est un ouvrage publié chez Michel Lafon. Il faut espérer que les différents groupes de l'opposition se rassemblent pour gouverner une Syrie multiconfessionnelle et que la Syrie post-Assad ne ressemble pas à l'Irak de l'après Saddam Hussein. Voilà ce que vous écriviez dans votre quotidien Le Figaro, le jour même du renversement de ce régime de Bachar el-Assad. Je me tourne tout de suite vers vous. Nous sommes quelques jours maintenant après la chute de ce régime de Bachar el-Assad. Est-ce que l'heure, pour ce que vous en savez, est toujours à l'euphorie, à la libération sur place, ou est-ce qu'on commence malgré tout à se poser un certain nombre de questions? Et est-ce qu'on appréhende l'avenir sur place, pour ce que vous en savez? Alors, bien sûr que l'euphorie est toujours là. Les gens ne réalisent toujours pas qu'on a mis un terme, Assad n'est plus, après 54 ans de tyrannie des Assad père et fils. Donc il y a toujours cette euphorie, on les appelle, il y a toujours ce moment, je dirais, pour eux de se dire qu'on va tourner, on a tourné la page enfin d'Assad. Les questions sont multiples. Sur place, effectivement, l'avenir est incertain, mais je vous dirais, ce qui préoccupe en plus aujourd'hui les Syriens, c'est leur quotidien, qui, lui, attendent des améliorations très rapides, alors que le pays est totalement détruit, ruiné, que des réfugiés souhaitent rentrer rapidement parce que leur condition d'exil est dramatique, que ce soit au Liban, que ce soit dans le nord du pays, ils vivaient sous des tentes. Donc il y a tellement d'urgence et que, en fait, le pays n'est même pas structuré pour accueillir tout ce retour et que les prix sont en train de flamber et autres. Donc il y a, je dirais, l'immédiateté qui préoccupe aujourd'hui beaucoup de Syriens, plus que l'avenir à moyen, court terme, et qui est fait d'incertitude, effectivement, cet avenir. Après, Vous venez de me dire qu'il y a beaucoup de Syriens qui attendent de rentrer dans leur pays. Il y a 45 000 réfugiés syriens en France. Il y en a plus d'1 million en Allemagne, évidemment. Ça, c'est vraiment un désir profond que vous ressentez aujourd'hui dans la diaspora syrienne, exilée en Europe notamment? En dehors de ceux des Europes, il y a 12 millions, 13 millions de Syriens et aujourd'hui qui ont été forcés de partir de chez eux. Et qu'on nous disait que le problème, c'est Daesh. Or, tous veulent rentrer, c'était Assad qui était le nœud du problème. Ça se confirme. Alors, c'est pas faute de l'avoir répété pendant des années, que c'est lui le fond du problème, on le découvre. Alors, cette volonté, elle s'exprime aujourd'hui beaucoup de la part de ceux qui ont trouvé refuge en Europe, inquiets aussi parce qu'ils ont construit souvent leur vie ici, et qu'ils voudraient pouvoir y aller et revenir un peu, bien sûr, des enfants qui ont aujourd'hui 15, 16, 17 ans, qui sont venus à l'âge de 8, 9 ans. C'est compliqué, mais ce souhait de rentrer est exprimé par tous, bien sûr. Tous ont quitté un pays, malgré eux. Ils ne le voulaient pas. On va rappeler que la Syrie s'est vidée d'un tiers de sa population durant cette guerre. Cette guerre a causé plus de 500 000 morts, dont une majorité de civils sur place. Georges Malbruno, on va regarder ensemble cette carte. On va utiliser beaucoup de conditionnels en la regardant. Cette carte, voilà en vert.
la zone qui serait détenue par le nouveau pouvoir, sachant que cette rébellion est partie d'Idlib. On va y revenir avec la libération d'Alep, qui est la seconde ville du pays que nous avons découvert à travers le documentaire que nous venons de voir. Ensuite, c'est Homs, si on descend vers la capitale, Damas. En orange figurent les zones qui seraient encore contrôlées aujourd'hui par les forces kurdes. Et en bleu foncé, vous voyez les zones tampons instaurées par la Turquie, qui a joué un rôle important dans ce qui s'est passé ces derniers jours. On en parlait avec vous, Ariane Banzon. Voilà un petit peu les choses telles qu'elles se présentent aujourd'hui sur place, avec encore une fois beaucoup de conditionnels. Jean-Marc Bruno, ce qui a tout de même surpris, c'est qu'en 12 jours, ce fameux régime Bachar el-Assad est tombé. 12 jours, quasiment aucune violence, ou presque. Comment est-ce possible que ce régime soit renversé en 12 jours par les factions islamistes qui ont pris le pouvoir? D'abord parce que les forces armées syriennes n'étaient que l'ombre d'elles-mêmes. L'armée syrienne, les jeunes, ne voulaient pas aller dans l'armée parce qu'ils n'avaient plus confiance. Donc, il y a eu beaucoup de fuites aussi de la part de ces jeunes. Donc, il y avait ce premier élément de force armée qui était complètement, on l'a vu, absente. Ensuite, il y a eu le facteur, je dirais, conjoncturel avec le Liban, le Hezbollah qui a retiré ses hommes et que c'était eux qui tenaient en fait le pays depuis, grosso modo, depuis presque 2013, qu'ils avaient investi la Syrie à partir de la ville de Qousser. Donc avec le 7 octobre a eu des effets collatéraux très importants en Israël, mais aussi au Liban. Et donc, il y avait cette absence-là. Et puis, il y a eu aussi le fait que la guerre en Ukraine a rendu le conflit syrien moins important pour la Russie. Et que, en fait, la Russie... D'abord, quelques jours avant la chute de Bachar el-Assad, Bachar el-Assad se trouvait à Moscou et les Russes lui ont dit « Écoutez, c'est fini, on ne peut plus vous soutenir parce que nous avons l'Ukraine et que en Syrie, vous avez montré aussi que vos hommes étaient absents et qu'on ne va pas aller se réinvestir alors qu'on nous a déjà beaucoup accusés, à juste titre, d'avoir tué des civils, que lorsque on critique Netanyahou de tuer des civils à Gaza, et donc ils lui ont fait comprendre que là, il fallait qu'il parte. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, il y a eu des garanties de sécurité qui ont été apportées. Et l'Iran, dans le même temps, à qui on avait demandé de partir parce que justement, il y avait trop de bombardements israéliens sur Damas et que la population syrienne n'en voulait plus, et bien Bachar s'est retrouvé à dire « mais on va faire demander à l'Iran de revenir », et l'Iran a dit « non, on ne peut plus revenir ». Et donc, à la fin, Bachar el-Assad s'est retrouvé seul, et est parti seul comme un type assez minable, qu'il faut bien le dire, et on s'est retrouvé... Alors, ça, ce sont le constat. Est-ce qu'il y a eu derrière, on sait que depuis un an, la Turquie préparait, qu'il y a eu des préparatifs, il y a eu une chambre d'opération commune, il y a eu probablement une aide turque certaine, etc. Mais voilà, on a la toile de fond de cet effondrement soudain du régime syrien. La Turquie, Recep Erdogan, en quoi il a initié cette rébellion, selon vous? Alors, je ne pense pas qu'il l'a initiée vraiment. En revanche, on voit que dès le début, il a voulu prendre sa distance. Enfin, la Turquie a voulu dire on n'a pas grand-chose à voir. Il y avait une volonté de prendre la distance. Ce qui, en fait, voulait montrer que c'est l'affaire des Syriens, c'est eux qui le font. Ce qui est en fait un camouflage. Parce qu'effectivement, la Turquie a joué un rôle. D'abord, il semble qu'il y avait l'idée de faire une offensive en octobre et que ce sont les Turcs qui ont freiné un peu à ce moment-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que HTS, donc, qui a mené cette opération, cette offensive, avec son chef un peu charismatique maintenant, Jolani, est un petit peu... Il n'est pas un homme des Turcs. Les Turcs le connaissent très bien, ils ont affaire à lui, ils l'ont éventuellement armé, entraîné. Mais le groupe, vraiment, qui est tenu par les Turcs, c'est un groupe, enfin, c'est une mouvance d'une trentaine de milices qui, elles, ont été vraiment entraînées, formées, et qui se trouvent dans le nord-ouest de la Syrie. Alors, je vais prononcer le mot de HTS, c'est Hayat Tahrir al-Sham. On va souvent revenir sur HTS avec cette simple appellation, mais ça, c'est le mouvement majoritaire au sein de ces factions. Voilà, HTS, en anglais, on dit en français HTC. Ouais, HTC, oui. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu effectivement HTS à l'offensive d'abord, et il a fallu attendre 3 jours pour que les milices qui sont dirigées, enfin qui sont sous
sous la protection, disons, des Turcs, attaque à son tour. Donc, est-ce que ça a été une articulation qui a été mise au point avant, ou est-ce que c'est quelque chose qui est... Les Turcs, au fond, se sont dit ça va très vite, ça va beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Donc, ils ont mis leurs hommes dans l'affaire. Alors, combien d'hommes ont-ils mis dans cette affaire? Très difficile à dire. J'en parlais avec un spécialiste qui dit je ne m'avance jamais. Ouais. Alors, je ne sais pas si mes confrères ont un chiffre, mais un spécialiste me dit je ne m'avance jamais sur le nom, le chiffre que ça représente. Ouais. Vous partagez ces analyses sur l'explication de la rapidité du renversement de ce régime. Un point important, c'est qu'effectivement, HTS voulait mener une offensive. Ouais. La Turquie, au début, n'était pas très pour. Et les négociations avec Assad ayant échoué, elle a ouvert la porte, elle a dit « allez-y à HTS », clairement, mais dans l'idée d'avancer sur des territoires par lequel Assad bombardait les réfugiés qui sont dans le nord du pays. C'est-à-dire que l'objectif premier de cette offensive, c'était de mettre un terme au bombardement qui était mené par le régime et par Poutine contre les civils avec des drones. Il y avait des opérateurs de drones qui s'amusaient à bombarder des paysans, même des enfants qui allaient à l'école. On dirait une sorte d'entraînement à ciel ouvert. Et la première offensive, l'offensive première, a commencé avec le nom qui portait « mettons un terme à ces bombardements ». C'était l'objectif premier. Donc, ayant vu que les négociations n'allaient nulle part avec Assad, Erdogan a dit « c'est un moyen de faire pression ». L'effondrement du régime a surpris tout le monde et HTS aussi. En quelques jours, effectivement, cette avancée éclair où les lignes d'Assad sont tombées ont poussé la Turquie à se dire il faut reprendre l'initiative aussi. Et elle a envoyé effectivement ses miliciens qui sont sous contrôle dans cette offensive aussi éclair, 3 ou 4 jours après, par la suite, pour aussi ne pas perdre la main, pour aussi vouloir participer après à l'influence qu'il y aura avec la libération de la Syrie. C'était une carte qu'elle a jouée, mais elle a été prise de court en fait, par ces événements. Jamais elle n'aurait pensé, je pense elle-même, la Turquie, même les HTS, que Alep allait tomber aussi rapidement et le château de cartes allait s'effondrer par la suite. Et c'est vrai qu'à Alep, on est quand même surpris de voir que l'armée syrienne, les officiers syriens, se sont débandés du jour au lendemain. Et là c'est vrai qu'il y a une question, il y a un point d'interrogation. Pourquoi? Est-ce qu'ils n'avaient pas, visiblement, ils n'avaient pas envie de combattre, mais quelles sont leurs motivations derrière? L'histoire le dira. Mais c'est parce qu'on n'a pas encore ces réponses-là. On n'a pas ces réponses-là. On a une partie quand même, ça fait 5 ans qu'Assad crie victoire. Depuis sa normalisation et autres, et que ses partisans voient que leur situation, de jour en jour, elle est de pire en pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le salaire d'un soldat était de 10-15 euros. Ça ne lui payait même pas du pain pour la fin du mois, même pas le pain. Je ne vous parle même pas du loyer ou autre, ou des annexes. Donc, lui criait victoire et vivait dans l'opulence, et que ses combattants, même ses loyalistes, ne voulaient plus mourir pour quelqu'un qui les a délaissés. Et vous savez, il y a eu des combattants qui se sont rendus. La première chose qu'ils ont demandé, c'est de manger à Alep. Et les rebelles sont allés leur acheter des sandwichs. On en est dans ce cadre-là. Donc il faut l'imaginer, l'état de délabrement de la zone d'Assad dont il contrôlait. HTS, en anglais, HTC, donc en français, Organisation de libération du Levant, c'est son appellation d'origine. Ancienne branche d'Al-Qaïda en Syrie, avec un leader, un nouvel homme fort maintenant pour la Syrie, qui s'appelle Abu Mohamed al-Joulani. Quand on regarde le CV de ce personnage, effectivement, en tout cas du côté occidental, on a de sérieuses raisons peut-être de s'inquiéter. Est-ce que c'est le cas? Parlez-nous de ce mouvement, de ses origines rapidement et de ce nouveau leader. Alors, l'origine, c'est l'ex-branche d'Al-Qaïda locale, Al-Nosra, avec laquelle Joulani a rompu, je crois que c'était en 2016 ou 2017. Et ensuite, donc, aujourd'hui, si vous voulez, je pense que Joulani, ce qui est sûr, ça n'est plus un djihadiste qui veut porter le combat en dehors des frontières de son pays. C'est un islamiste conservateur. On voit bien qu'à Idlib, le mode de vie, etc., c'est un islam conservateur, etc. Et troisième mutation, ça n'est pas encore un démocrate, parce qu'il nous a donné la semaine dernière un premier exemple de son refus d'élargir le système, lorsque un gouvernement a été créé, le premier gouvernement, qui en fait est une extension de son gouvernement d'Idlib, du HTC, qui s'applique sur toute la Syrie aujourd'hui. D'où les craintes, d'où les inquiétudes, d'où la contestation les autres branches de l'opposition, celle d'ailleurs que nous soutenions, nous Français et Européens,
européens et américains, mais qui étaient à Istanbul et qui n'ont pas participé les armes à la main pour la plupart à la chute d'Assad. Donc voilà, je pense qu'il faut, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, il ne faut pas avoir confiance a priori à l'égard de Giuliani, mais pour l'instant, il a plutôt réussi son examen de passage à l'égard de la population syrienne. Il n'y a pas eu d'exaction. On n'est pas justement dans le spectre de 2003, la chute de Saddam, les pillages, etc. Non, voilà. À l'égard de la population syrienne, ça se passe plutôt bien, hein, les minorités, etc. En revanche, l'ouverture politique, ça va être plus compliqué. Son organisation lui-même est toujours blacklisté sur les listes internationales en tant que groupe terroriste. Et je pense, c'est ça le cœur du sujet pour Giuliani, qui a reçu dimanche l'envoyé spécial des Nations Unies, avec lesquels les Américains vont parler. Tous les pays occidentaux lui disent « Très bien, on voit vos mots agréables, on voit que ça se passe plutôt bien dans la rue, mais vous devez élargir votre gouvernement, parce que la Syrie, ça n'est pas qu'Idlib, ça doit les minorités, etc. » Et Giuliani dimanche, en recevant Pedersen, l'émissaire de l'ONU, a plutôt dit non. Je ne veux pas ça. Et le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas, mais il demandera probablement en échange d'un élargissement que son nom et que son organisation soient retirés de la liste des organisations terroristes. Donc là, on est rentré dans une partie de bras de fer. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Avec un nom peut-être aussi à retenir, un Mohamed al-Bashir, puisque c'est lui qui a été nommé Premier ministre aujourd'hui. Et qui était responsable justement de la gouvernance à Idlib. Donc il a fait ses preuves, mais sur une petite province, pas au niveau d'un État. Ce qui est important, non, mais parlez-nous de cette province d'Idlib, parce que un peu naïvement, je me suis dit, pour regarder à quoi ressemblait la gestion, la gouvernance de ce groupe, il n'y a qu'à regarder ce qu'il faisait dans ce fameux district d'Idlib. La monnaie qui est en cours, c'est le dollar américain et la livre turque, par exemple. Donc vous voyez déjà, c'est une enclave vraiment un petit peu à part. Alors c'est là où on voit le rôle de la Turquie. C'est-à-dire que les télécoms, par exemple, c'était les télécoms turcs qui avaient été installés là. Ils font des hôpitaux, des écoles. Il y a vraiment toute la structure a été mise en place, l'infrastructure a été mise en place par la Turquie qui a... Oui, elle a besoin d'un retour sur investissement, je dis. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, elle investit énormément, d'ailleurs au bénéfice du complexe militaro-industriel, au bénéfice du secteur de la construction en Turquie. Mais enfin, c'est vrai qu'elle a pris un certain nombre de risques. Ça n'a pas toujours été facile de négocier cela avec les Russes et les Iraniens. Il faut savoir, on l'oublie complètement, vous parliez des bombardements, mais en 2022, il y a 35 soldats, ou une trentaine de soldats, à Idlib, turcs, qui étaient venus prêter main forte aux forces d'opposition Assad, qui ont été pilonnés par la Russie. Et ça, c'est quelque chose qu'Erdogan n'oublie pas. Donc, retour sur investissement, on a vraiment investi, on a mis de l'argent, on a formé des armées, etc. Donc, ils veulent avoir aussi leur part, quand même, leur mot à dire. Et puis, une certaine vengeance, quelque part. C'est-à-dire que ça, vous savez, quand il y a une trentaine de soldats turcs qui sont bombardés par la Russie, ça passe très, très mal dans l'opinion publique. D'autant plus que vous avez 4 millions de réfugiés et que ça a coûté très cher en termes électoraux à Erdogan. Et s'il a perdu, enfin si son parti a fait un très mauvais score dans les dernières municipales, c'est à cause des réfugiés. Donc il a quelque chose énormément à gagner, sans parler du problème kurde. Alors, si vous savez, c'est là où Giuliani joue un jeu intéressant. Et il prend un peu sa distance pour l'instant avec Ankara. Vous savez que vous avez les Kurdes du PKK, c'est-à-dire les Kurdes autonomistes, YPG, c'est la branche syrienne du PKK, espéraient faire un continuum à la frontière turco-syrienne, une sorte d'autonomie, de zone autonome kurde. Évidemment, les Turcs, à partir de... Enfin, une zone autonomie kurde, voilà. C'est tant espéré du côté kurde. Tenue par les autonomistes, parce que tous les Kurdes de Syrie ne sont pas dans ce mouvement. J'imagine que vous avez observé avec attention ce qui avait été fait dans ce district d'Idlib. Alors, il y a par le nouvel homme fort du régime aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de quoi être rassuré sur, on va dire, les valeurs essentielles ? Il y a deux choses en fait qui sont différentes entre les zones d'influence turque à proprement parler, les zones des milices syriennes sous influence turque, et Idlib, qui était sous la main d'HTS, où il a chassé d'ailleurs les rebelles. Il a mené la guerre, il a chassé les rebelles. Le drapeau syrien de la révolution était interdit à une époque. Mais s'est imposé à lui aussi cette réalité de la société syrienne qui refuse un islam rigoriste. Et une présence des minorités, dont la mienne, les Druzes et les chrétiens, qui ont eu leur espace de liberté. Druzes, alaouites, chrétiens à la province d'Idlib, c'est surtout des chrétiens et des Druzes. Vous voyez, ils ont obtenu leur... Là se posera aussi le problème des alaouites,
alaouites qui sont plus la province l'attaquer, effectivement. Donc ils ont trouvé une sorte d'équilibre dans la gouvernance, mais Joulani, par exemple, à Idlib, a mis en place, déjà, a rétabli la sécurité interne. C'était une demande, ce que n'ont jamais fait malheureusement l'armée syrienne libre à l'époque, qui n'administrait pas les territoires, juste les libérait. Lui, il a administré ces territoires, à la différence de cette période, et il a mis en place des universités où il y a des femmes. Des institutions. Donc respect des obédiences. Exactement. Et centralisation. Une centralisation. La condition des femmes. Et elles étaient voilées dans une province qui est très, je dirais, très conservatrice. C'est la plus conservatrice. La réalité va s'imposer à lui, à Alep, à Damas, à Soueida, à Homs, des sociétés beaucoup moins conservatrices. Exactement. Et il faut voir qu'effectivement, on peut s'étonner de ce bonhomme qui a un parcours très étonnant parce qu'il est issu du courant djihadiste, mais du courant djihadiste qui est allé combattre en Irak et qui avait à l'époque le feu vert d'Assad. Ce courant djihadiste qui est allé combattre à l'époque en Irak parce que Assad voulait mener la guerre aux Américains pour empêcher la constitution du Nouvel-Orient voulu par Moyen-Orient voulu par Bush. Donc il a été un de ces outils d'Assad à l'époque pour le combat contre les Américains. Dont pas le seul, ils sont très nombreux à avoir mené cette guerre sainte en Irak et ils en sont revenus. La réalité, aujourd'hui aussi, ce qu'il faut voir, c'est que c'est lui qui a nettoyé Idlib du djihadisme international, en collaborant avec les renseignements occidentaux. Donc il a blanchi sa page avec les Occidentaux, bien avant de blanchir sa page avec les Syriens. C'est lui qui a débarrassé les leaders d'Al-Qaïda, aussi de Daesh. Donc c'est ça, cette métamorphose, elle est à étudier. Ce n'est pas juste, je dirais, un discours. Il y a des faits qui en attestent et qui rassurent aujourd'hui beaucoup de Syriens, cette réalité. Oui, c'est vrai, mais est-ce qu'il a nettoyé complètement les djihadistes internationaux? Je ne pense pas quand même, parce qu'il y en a quand même encore, par exemple, il y avait encore une centaine de Français qui étaient là-bas et qui suscitent, j'ai posé la question à Emmanuel Macron il y a 15 jours, quand il était en Arabie Saoudite, avant même la chute du régime, et c'est vrai que il a fait une mue qui est très intéressante, mais il va être aussi tenu par un certain nombre de radicaux qu'on voit aujourd'hui, des Ouïghours, des Français. Il y a quand même encore des centaines et des centaines de djihadistes. Mais bon, il faut, je dirais, le mettre à l'effet. Il est dans une période probatoire. Mais je pense que par rapport à ce que tu disais, c'est qu'une des questions qui me semble importante, c'est dans quelle mesure la Turquie et le Qatar, qui reviennent aujourd'hui, vont avoir un levier d'influence sur Joulani qui sera certainement moins important que lorsqu'il était à Idlib, parce qu'il est à 600 km maintenant de la Turquie, et dans quelle mesure Joulani peut s'affranchir justement du rôle turc. Je crois que c'est ça qui est important, et évidemment, je n'ai pas de réponse, mais on le saura dans les prochaines semaines ou mois. Sur le profil de ces djihadistes dont vous citez, il faut voir sur le terrain qui les tient. Et on espère que ça va continuer. Voilà. La libération d'Alep, de Homs, de deuxième Damas, ville du pays, troisième ville du pays. Il n'y a pas eu d'exaction de ces combattants, aucune exaction. Alors quand on pense à ce qu'ils ont vécu durant 13 ans, ces Syriens qui... tous ont perdu un proche dans les prisons d'Assad, tous ont perdu un enfant dans les bombardements et ne s'en sont pas pris à des gens qui sont loyalistes encore. Et quand on compare à la prise d'Alep par le régime, qui bombardait même les convois de civils qui étaient évacués par l'ONU, il y a quand même quelque chose qui se dit, bon, ok, il faut quand même donner sa chance à ce mouvement aujourd'hui qui annonce sa mutation. Et je pense que les Occidentaux sont capables aussi de mettre de l'eau dans leur vin quand ils travaillent avec le Hezbollah, qui a massacré des milliers de Syriens, qui ne l'ont pas classé sur la liste des terrorismes internationaux. C'est quand même, il y a des questions qu'on peut se poser là-dessus. Oui, deux choses. C'est quand même un mouvement très syrien. HTS, il y a quasiment pas, enfin c'est 80% de Syriens. C'est aussi beaucoup de jeunes qui avaient 8 ans au début de la Révolution, qui en ont 22 ans maintenant. Donc ils ont vécu la guerre civile toutes ces années. Donc ils ont aussi une autre démarche, qui ne peut pas nécessairement celle de leurs aînés. Et je crois on parle de cette articulation. Moi, j'ose espérer qu'il n'y ait pas trop d'intrusion des pays étrangers, parce que ce n'est pas toujours une bonne chance quand il y a un processus de paix. Il faudrait que ça se fasse entre eux. Mais on parle beaucoup sur Israël, des Nations Unies, du rôle des Nations Unies. Et là, peut-être,
les Nations Unies ont un rôle, d'autant plus qu'en 2015, il y avait eu la rédaction d'une sorte de feuille de route avec l'opposition démocrate, laïque, entre guillemets, syrienne, mais il y avait un certain nombre de mouvements qui avaient été... Et donc, il y avait une feuille de route qui pouvait mener à des élections. Or, visiblement, avec l'envoyé spécial américain, ça n'a pas très bien pris. C'est-à-dire qu'il a essayé de proposer cette feuille de route 2015 et Jolandi a dit, moi, voilà. En tout cas, Georges Malbruno, si je vous ai bien lu, ça c'était votre réaction à chaud, hein, le jour même du renversement du régime. Vous dites surtout, il ne faut pas que cette société post-Bachar el-Assad soit la même que celle qui a été mise en place en Irak après la chute de Saddam Hussein. Il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs. Non, mais les cas sont un petit peu différents, parce qu'en Irak, il y avait des soldats américains, et il y a eu une débassification, il y a eu un désir de vengeance. Vous faites référence, bien sûr, au parti Baas. Au parti Baas irakien, qui était l'homologue du ennemi, d'ailleurs, du parti Baas. Ennemi du parti Baas. Mais là, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça. On a décapité l'architecture administrative et autres en Irak. Oui. Donc, mais il n'y a pas eu ça en Syrie. Et je pense, ce sera intéressant, les historiens nous répondront. Dimanche matin, vous avez quand même eu un appel de Djoulani au Premier ministre syrien de Bachar pour dire on va organiser la transition. Donc je pense que Russes, lors de la réunion de Doha la veille entre Russes, Turcs et Iraniens, il y a eu la mise en place d'une sorte de transition, je dirais, relativement douce. Et ça, tant mieux. Donc voilà, il faut espérer que ça continue. Simplement, à un moment ou à un autre, je pense que le défi auquel il est confronté, Djoulani, aujourd'hui, c'est de dire le HTC ne peut pas gouverner toute la Syrie comme il a gouverné Idlib. Donc il faut s'ouvrir aux autres composantes, aux minorités quand même druzes, chrétiennes, alaouites aussi, qui pour l'instant ne sont pas trop inquiètes, mais quand même il y a des interrogations parce que HTC ne peut pas être toute la Syrie. On craint une épuration et la question c'est jusqu'à où ? Parmi les anciens cadres du régime de Bachar el-Assad. Oui, alors c'est là et on craint aussi un risque de guerre civile, et pour cela, il vous reste 2 minutes, 1 minute chacun. Bon, la justice internationale, je laisserai Firas parce qu'il connaît, mais n'oublions pas toute la fuite, en particulier des chrétiens. 8% de chrétiens en Syrie au début de la guerre civile, 2% maintenant. Le beau film que vous avez montré, c'est vraiment maintenant un tout petit noyau. À Alep, ils ne sont plus que 25 000. Donc c'est aussi cet avenir des minorités dans un pays qui a 40% de minorités. Et ça, c'est la spécificité syrienne. Quant à ce que faire pour l'avenir, je pense que c'est la justice. C'est là où on peut faire appel à la Cour pénale internationale, la justice internationale. Voilà, ça, c'est peut-être qu'on a cette chance de remontrer qu'il y a un état de droit international, ce qu'on avait un peu perdu comme image avec tout ce qui se passe ailleurs dans le Proche-Orient. Je vous laisse le mot de la fin. La fuite des chrétiens ne date pas de 2011, malheureusement. Elle date des années 70 et que c'est une population aussi éduquée qui refusait de rentrer dans cet état de barbarie, qui avait des portes qui s'ouvraient à l'international de fait de son éducation. Et ils sont toujours partis. 2011 a accéléré, effectivement, ça a accéléré comme toutes les minorités, comme aussi 12 à 13 millions de Syriens arabes sunnites qui ont dû fuir le pays. Donc là-dessus, on est dans une configuration, effectivement, qui est inédite, sur un retour de ces gens. Tous, on l'espère, mais il faut voir, on accorde beaucoup d'importance aux parrains et autres. Moi, je pense que Djoulani a compris qu'aussi, l'effondrement du régime, ce n'est pas une victoire militaire. Et que toutes les composantes aussi se sont soulevées quand lui a avancé, que ce soit les tribus arabes de l'Est qui se battaient sous bannière FDS, Force démocratique syrienne, que ce soit les anciens rebelles du sud de l'armée syrienne libre, ont repris les armes, comme les combattants druzes dans le sud. Donc tout ça fait qu'il y a une coalition qui s'impose aussi à lui, qui contrebalance son pouvoir. On lui accorde beaucoup de puissance et qu'on devrait peut-être relativiser, et qui est l'espoir, qui est aussi source d'inquiétude par le fait que tout le monde soit armé et qu'Assad a laissé beaucoup d'armes dans le pays. C'est une source d'inquiétude, mais je dirais que l'autre espoir, c'est que la société syrienne est fatiguée de la guerre. Tout le monde veut déposer les armes, et je pense que cela, c'est une bonne chose, c'est une lueur qui laisse présager qu'on va tous se mettre d'accord là-dessus pour une gouvernance qui sera le plus inclusive possible.
Ben, on en restera sur cette lueur d'espoir. Un grand merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat doc aujourd'hui pour faire un premier point après ce renversement de régime en Syrie. Ce film, Nour, que nous avons eu l'occasion de vous présenter. Merci à Félicité Gavalda, Victoria Bellé, qui, comme à l'accoutumée, m'ont aidé à préparer cette émission. Vos réactions, ça sera sur #débatdoc, bien entendu. Je vous retrouverai pour un prochain débat doc. Même place, même heure et toujours avec son documentaire et son débat. À très bientôt.